L'émission Le Vestiaire est une présentation de Ecotone PN Guerrier-Py et la Galerie du Sport, en collaboration avec Hyundai Jean-Roch Thibault. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois au sport local Mme Karine Dufresne pour discuter carrière sportive. Également, je reçois Pascal Harvey et Mathieu Tremblay pour discuter des grandes ligues, notamment du Canadien de Montréal, des Raptors au basketball, en plus de la NFL, et aussi les segments clés par nos panélistes et le quiz sportif. Alors préparez-vous, parce que Le Vestiaire, c'est maintenant. Et on débute l'émission Le Vestiaire pour parler de sport local avec nul autre que Mme Karine Dufresne, athlète multisportive, parce que si je regarde un peu votre carrière, ballet classique, natation, du patinage artistique, karaté et hockey féminin, vous, il n'y a rien qui vous arrête finalement, là. Non, à part ma mère, là, elle ne voulait pas que je fasse de parachutisme, là, sinon, il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait, effectivement. Bien, on regarde un peu le sport que vous avez fait, là, puis en plus ça va, plus qu'on montait en degré d'intensité. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça, le fait de pratiquement tout faire au niveau sportif? Bien, en fait, ça a été une progression. C'était vraiment un sport à la fois, sauf vers la fin où j'ai eu le karaté et le hockey en même temps. OK. Et là, j'ai dû faire un choix à un moment donné. Mais chaque sport m'a préparé pour le sport suivant. Donc... Oui, il y a un lien aussi là-dedans. Il y a un lien, c'est effectivement. C'est ça qui est intéressant à voir. Oui, donc ben, le patinage artistique, puis le patinage artistique, la natation, ça, c'était plus récréatif quand j'étais jeune. Mais le ballet, j'en ai fait longtemps, j'en ai fait pendant 11 ans. OK. Beaucoup, mais ça m'a vraiment permis de développer l'équilibre, la souplesse, la coordination. Quand je suis arrivée au karaté, c'était la même chose, juste que c'était plus fort, là, que c'était des mouvements plus secs, plus intenses, mais l'équilibre, la concentration était là. Même la concentration ne veut pas augmenter, parce que là, ça demande une meilleure gestion de soi-même. Exactement. Donc là, on monte en degré. Là, finalement, tout le corps, vous, ça a été travaillé là, pratiquement de haut en bas là, avec ces sports-là. Là. Oui, toute ma vie, depuis que je suis toute petite, ça se faisait. Donc, quand je passais d'un sport à l'autre, c'était pas vraiment difficile, c'était juste d'apprendre les gestes techniques et la stratégie propre à chacun des sports. Mais au niveau des capacités, des habiletés physiques, elles étaient déjà là, étaient développées dans un autre sport. C'est sûr qu'au début, il y avait des petits muscles là, qu'on découvrait d'un nouveau sport, mais sinon, la préparation était bien faite, donc c'était facile. Et vous, le ballet classique, ça a été un choix de commencer par ça? Parce que beaucoup, aujourd'hui, c'est beaucoup le hockey que les jeunes commencent, mais vous, ça a été aussi là, un choix personnel d'avoir pris ce sport-là comme en partant? Bien, non. Quand moi, j'étais jeune, moi, je voulais jouer au baseball, je voulais jouer au hockey. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas vraiment pour les filles, là. Exactement. Ça n'existait pas. On parle des années fin 70, début 80, là. Donc, ça fait quand même longtemps. Il n'y en avait pas. Il y avait un peu de ringuette pour les filles, mais maman ne voulait pas. Maman m'a mis au patinage artistique et au ballet classique. Le patinage artistique, j'ai plus ou moins aimé, mais le ballet, j'en ai quand même fait pas mal longtemps. Justement, on a des photos derrière nous. Là, en haut à gauche, là, c'est moi. Vous, là. C'était ma petite troupe. Je devais avoir à peu près 9-10 ans là-dessus. OK. Et ça, je suis en haut à gauche, avec la petite toupette, là. Mais on voit quand même qu'avec le temps, dans ce sport-là, si je peux dire ainsi, les uniformes n'ont pas changé tant que ça. La base reste quand même là. Tout à fait, c'est vrai. C'est toujours le petit tutu, les petits chaussons. C'est encore semblable aujourd'hui. Hein? Absolument. Ouais. Aussi, bon, on a une médaille à côté de nous qui est une médaille... Ça, c'est au niveau du hockey. Du hockey féminin, médaille, C'était une médaille, en fait, d'un match amical qu'on avait fait, l'équipe de France contre l'équipe d'Allemagne. Ça, c'est de l'allemand. Oui, ça c'est écrit en allemand en arrière. Alors, on peut l'avoir justement à l'écran. Donc, ça, c'est là, je ne dirais pas les mots parce que je comprends rien. Mais non, mais je veux dire, honnêtement, c'est une médaille qui est très, très intéressante. Là. Donc, vous avez aussi voyagé là-dedans. Oui, c'est ça. J'ai joué, j'ai été faire un camp de sélection pour l'équipe de France. OK. Donc, en 1999. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, j'ai joué pour l'équipe. J'ai été pris parmi les réservistes de l'équipe de France. Donc, j'ai joué des matchs préparatoire au championnat. Donc, on a joué contre l'Allemagne dans cette préparation-là. On a une photo exactement, ça, c'est avec le beau vestiaire tout en désordre en arrière. Oui, bien écoute, ça, aujourd'hui, c'est les vestiaires comme on les connaît, mais quand même, ça montre une fierté aussi d'avoir fait les sports, d'avoir touché à tout là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment un bon moment. Là, on s'est promené donc en France. On a voyagé un peu partout en France. On est allé jouer en Allemagne avec l'équipe. OK. C'était le fun de vivre en équipe, de vivre à l'hôtel, puis les préparations, les joggings du matin en équipe, manger ensemble. C'est vraiment... C'est vraiment intéressant. Là. Vraiment bien. Si ça n'avait pas été du sport, de votre
ce que vous avez fait, est-ce qu'il y aurait eu autant de voyages que ça, selon vous? Non. Ça, c'est parce que le sport apporte vous aussi des déplacements. Ouais. Ça, même aujourd'hui, j'ai l'impression que plus qu'on joue à des sports, plus qu'on voyage. Plus qu'on voyage. C'est rendu ça la norme, on dirait. C'est sûr que mon père est français, donc aller en France, j'y serais allée. J'y allais déjà avant de jouer pour l'équipe de France. Oui. Donc, mais par contre, l'Allemagne, plusieurs fois aux États-Unis pour des championnats non plus, je l'aurais probablement pas fait. Là. Exactement. Ouais. Vous avez été présente au Frill, au Manoir Richelieu, qui venait en aide, en fait, aux infrastructures, sport et loisirs pour les jeunes. Et c'est intéressant parce que vous avez apprécié l'événement. Et même dans votre temps, vous auriez aimé avoir ce genre d'événement-là pour venir soutenir. Oui. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Je pense que pour vous, là, ça vous a... vous avez aimé ça, je pense. Ah oui, c'est sûr. Quand on m'a approché, j'ai pas hésité. J'ai dit, c'est sûr que je vais y aller. J'essaie d'aider les jeunes le plus que je peux. Oui. Parce que quand même, je venais de Montréal, donc j'ai grandi dans le sport dans Montréal, qui est quand même assez développé. Mais à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas des équipes à tous les coins de rue ou des patinoires... ou encore même le karaté. Je prenais l'autobus, je prenais le métro, je voyageais pendant 1h30 de temps pour aller m'entraîner en autobus, en métro, après l'école. Puis je revenais chez moi à 11h le soir, là, après mes entraînements. On se couchait, on partait le lendemain à l'école. Après ça, tout après l'école, on prenait le métro, puis on repartait encore à l'entraînement. Je faisais ça 6 fois par semaine. Donc, ça remplit une semaine, finalement. Ça remplit une semaine, oui. Donc, finalement, c'est vrai ce qu'on dit que pour tout athlète, à un moment donné, les programmes d'entraînement deviennent peut-être pas extrêmement compliqués, mais deviennent plutôt chargés si on veut performer comme on le désire. Donc ça, c'est pas un mythe, c'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité. Bien, maintenant, il y a le sport-études qui aide beaucoup, ce qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Oui. Donc, le sport-études permet de diminuer un peu les heures de classe pour faire plus de sport, se concentrer là-dessus. Donc ça aide maintenant. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implication. Donc, dans votre cas, c'était ça. Si on voulait performer, si ça n'avait pas le choix, ça passait par l'entraînement en dehors. Très intense en dehors. C'était comme ça qu'il fallait faire. Quoi qu'on l'a encore aujourd'hui, mais on dirait que dans votre temps, c'était pratiquement une coche de plus. Oui, je m'entraînais de 6h à 9h le soir, tous les soirs. Puis la fin de semaine, j'étais au karaté. À cette époque-là, c'était mon temps de karaté. Oui. J'étais au dojo là, de 10h le matin jusqu'à 2h de l'après-midi les samedis. J'avais juste le dimanche où... je me reposais. Je faisais mes devoirs. ça d'avoir un horaire chargé comme ça, l'impact familial, comment est-ce qu'on gère ça de ce côté-là? Bien, à cette époque-là, j'étais enfant. J'étais enfant, adolescent, donc ça se faisait quand même... assez bien? Assez bien, okay. Là. Ça roulait, il n'y avait pas de problème. C'est sûr que des fois, ma mère m'attendait à 11h le soir pour me faire cuire un steak parce qu'elle ne me voyait pas souvent puis elle trouvait que je ne mangeais pas assez. Donc, elle m'attendait. Mais... Sinon, non, ça se gérait assez bien. C'est sûr que plus tard, là, vers le début de ma carrière de hockey, là, j'étais rendue adulte. Oui. J'étais obligée de choisir un des deux sports, justement, parce que je ne pouvais plus travailler, faire du karaté, faire du hockey, enseigner le karaté en plus. Oui, parce qu'on on vient qu'on déborde aussi. Là, quand on n'a plus de temps pour soi-même, à un moment donné, on se dit c'est beau l'enfer, mais quand tu le trouves, c'est pas non plus agréable de vivre ça. Là. Il a fallu faire des choix. Originaire de Montréal, dans Charlevoix maintenant depuis 2 ans, et enseignante au primaire pour la commission scolaire de Charlevoix. Oui. Donc, vous, est-ce que le fait d'inculquer le sport aux jeunes, ça fait partie de votre bagage, de votre mandat, finalement? En fait, je suis titulaire au primaire. J'enseigne français, maths, les matières de base. OK. Mais c'est sûr qu'on parle de sport. Là. Ah, absolument, on en parle dans la classe. J'ai deux jeunes là, qui sont des joueurs de hockey, justement, qui partent en tournoi. Donc, on en discute tout le temps. Là. Bonne chance à ton tournoi. Comment ça a été? C'est sûr que je les encourage beaucoup là-dessus. Ouais. S'il y a un sport que vous avez apprécié, parce qu'ils sont tous, j'imagine, intéressants pour vous, mais s'il y a un sport que vous avez apprécié davantage, est-ce qu'il y en a un qui ressort en particulier? Bien, mes deux amours, c'est le karaté et le hockey. OK. Je peux pas dire... Qu'est-ce qui fait que c'est parce que c'est... Pas que c'est plus violent, mais c'est-tu parce que c'est plus physique? C'est-tu parce qu'il y a plus de mouvement? Il y a plus de travail? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces deux-là reviennent spécifiquement? Bien, les deux se complètent. Oui. Il y en a un qui est individuel, l'autre qui est plus en équipe. Oui. C'est vraiment ça, c'est des sports qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. OK. Donc, on se dépense, on se défoule, on sort le méchant dans ces sports-là. Donc, après, on est plus posé, plus calme, puis on peut faire les études, mener notre vie d'une façon beaucoup plus calme, concentrée. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous faites, peut-être pas autant de sport que déjà, mais est-ce qu'il y a encore le côté sportif en vous
qui occupent vos fins de semaine ou vos semaines. Comment est-ce que vous gérez ça de ce côté-là? J'essaye. C'est sûr que, bon, avec l'âge, il y a des bobos, là, le dos, les genoux, les petits bobos. Oui, ça qui ressort sortent avec le temps. avec l'âge. Mais c'est sûr que, bon, j'aime bien aller faire du ski de fond, de la raquette, aller OK. prendre des marches dans les sentiers à Baie-des-Rochers, par exemple. Il faut dire qu'ici, en plus, quand on est sportif, on est servi. Ce n'est pas les territoires qui manquent pour ça. C'est ça. Ou aller à patinoire extérieure l'hiver, là, jouer un petit peu. Oui, j'en fais toujours. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que les élèves, quand ils vous voient aller, ça les encourage un peu à pratiquer ce monde-là? Oui, bien en fait, je suis un petit peu discrète. Ils ne savent pas trop. Là. Quand je leur ai présenté un peu l'article de CIHO, oui, absolument. Là, wow! Notre prof nous impressionne. Un petit peu, oui, c'est ça. Puis là, il a commencé à parler un peu. Mais il y a 2 ans, quand je travaillais à Saint-Fidèle, là, je vais préparer les jeunes pour la virée nordique. Oui, absolument. Je m'occupais du volley patin. OK. Donc, c'est moi qui les préparais, les jeunes de l'école à Saint-Fidèle. Pour, OK. Donc, on est encore actifs quand même. Même si on a un peu arrêté, il y a encore un peu un roulement qui se fait. On est encore présent. Puis je pense que les jeunes l'apprécient aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est important pour, quand on a une carrière, d'enseigner au prochain peut-être pas comment gérer ça, mais finalement, comment transmettre des valeurs, si je peux le dire comme ça. C'est ça. Ils aiment ça avoir des modèles accessibles. Oui. Un modèle, mais qu'ils connaissent. Donc, c'est important pour eux. Excellent. Ouais. Madame Dufresne, merci beaucoup ça fait plaisir de nous avoir partagé votre beau parcours. Alors, médaille, chandail, vous, sportifs, il n'y a rien qui vous arrête. Mais des athlètes comme ça, ici, on aime ça. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, on fait une courte pause. Au retour, on discute les grandes ligues avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Restez là. L'émission que vous regardez est une présentation de Ecotone PN Gariepi et la Galerie du Sport, en collaboration avec Hyundai, Jean-Roch Thibault. Amateurs de chasse, de ski, de vélo, de hockey ou autres sports, vos magasins Ecotone, PN Gariepi et la Galerie du Sport de Baie-Saint-Paul sont tout désignés pour répondre à vos besoins en équipement sportif. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour discuter des grandes ligues avec Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Messieurs, Canadiens de Montréal, on va faire un retour sur la semaine de l'équipe parce que oui, l'équipe s'est un petit peu sortie du cercle vicieux après 9 défaites de suite. Alors tout de suite, on va regarder un bref résumé de la semaine qui s'est passée et on revient au retour. Alex Brennan Gallagher leaving for Deneau. Into the slot. Weber! And they leave it alone in the crease for Gallagher. Weber's shot was handled by Greiss, but hold on, they've waved it off. Off the face-off, Petrie drags himself and scores! Jeff Petrie. So Nelson can't win the face-off, though. Shea Weber a chance to clear. He'll shoot for the empty net, and he got it. The captain from the corner of his own zone. It off a teammate's leg, and Calvert turns it up. He was held up, but no call there. Brought in by JT to Calvert. Score! Matt Calvert, a short-handed goal. Away, back the other way. Cousins, shot blocked. Cousins again. They score! Nate Thompson found the loose puck on the rebound. Clear. Tatar banks it off the boards. Now the foot race. Gallagher wants to step on Schultz, chops at the puck, and scores. Duclair now picked up by Domi. Domi back the other way. That's Domi in front, scores! Ben Sherratt wins it in overtime. Alors, messieurs, on peut dire une semaine, après 9 défaites consécutives, je pense qu'une semaine montagne russe, mais qui a quand même assez bien été de ce côté-là. Par contre, je regarde la liste des blessés. On avait Drouin, Byron, Kéké, Victor Mété. Là, maintenant, on parle de Mathieu Péka. Là, les blessés s'allongent, mais quand même, on réussit malgré tout à garder le cap un peu. Puis ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Bien, c'est une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle d'avoir des blessés, mais ça va quand même, je pense, resserrer la défensive. Les gens ne pourront pas se fier l'un sur l'autre parce que là, les effectifs commencent à manquer. Puis moi, je pense qu'il y a un point qui est commun aux victoires puis aux matchs contre Colorado, c'est Shea Weber. On le dit, le leader, il est le capitaine. Absolument. Bien, là, il a prouvé qu'il fallait que lui prenne les choses en main, puis même offensivement, ça paraît. Oui. Il y a une très grosse saison, mais la dernière séquence est importante pour lui, puis on dirait qu'il est plus impliqué, plus dans le feu de l'action.
avec Gallagher, naturellement, mais c'est les deux leaders. Au-delà des points qu'il a reçus, qui sont plus ou moins, on a vu hier, durant le match, à la fin du match, c'est le seul qui était allé féliciter Kaden Primo en premier, ça a été chez Weber. Ça, c'est digne de capitaine. Exactement. Suivi de Carey Price. Carey Price s'est tout de suite dirigé vers Keith Tkachuk qui essayait de voler la rondelle de la victoire à Keith Primo. Aussi. Donc, on l'a vu aussi, Weber qui vient en défense de son gardien. Donc, il assume son rôle de leadership et de capitaine. Là. On n'a rien de reprocher. Et même dans les dernières semaines, la grosse rumeur pour le Canadien, c'était que là, Bergevin avait été en Russie pour, soi-disant, rencontrer Bob Hartley pour un éventuel poste à Montréal. Là, on s'est enflammé. Là, évidemment, Hartley a signé 2 ans en Russie, donc le dossier est réglé. Mais là, est-ce qu'à Montréal, vraiment, avec cette nouvelle-là, on a fait un peu une grosse manchette avec rien, finalement? Les Canadiens, là, les joueurs n'ont pas abandonné Claude Julien. Oui. On voit le système demeure en place, l'équipe demeure compétitive. Donc, les joueurs n'ont pas envoyé de message clair, comme il y a pu y avoir, par exemple, à Toronto, pour dire on veut un changement de gardien de but. Puis pour ce qui est de Bob Hartley, petite parenthèse, je te fais une prédiction que son fils va être dans la Ligue nationale de hockey avant que Bob Hartley revienne. C'est-à-dire Steve Hartley. Quand même. Grosse prédiction. Oui, quand même. Hein? Faut se mouiller des fois. Et messieurs, ensuite, un peu le gros changement, c'est que là, Keith Kincaid a été retourné à Laval. Le ballottage n'a pas fonctionné. On a rappelé Kaden Primo à Montréal, qui fait, semble-t-il, du bon travail. Mais là, dans le cas de Keith Kincaid, d'ici la fin de l'année à Montréal, est-ce que vous pensez que son parcours est terminé? Bien, possiblement pas, parce qu'il y a des gens qui ont dit Primo est monté à Montréal pour le mettre dans la vitrine. Non, tu ne peux pas échanger ton gardien d'avenir. Alors, il est là pour rester un bout. Là, il est là pour rester. On a envoyé Kincaid dans les mineurs pour se remettre en forme, pour reprendre sa confiance. Mais le problème, c'est que c'est pas... S'il y en a un à remonter quand Primo va redescendre, c'est Kincaid qui va remonter, c'est pas Lindbergh qui va remonter. Donc, là, ça va être encore le jeu de la chaise musicale, mais il faut croire que s'il reprend sa confiance dans la Ligue américaine, ben, il va redevenir un bon deuxième dans la Ligue nationale. Mais ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça dans la Ligue américaine. Son premier match, il a envoyé pas un match qui est à Laval, il est sur le banc. Ils ont fait garder Lindgren parce qu'il y a un système d'alternance de Joël Bouchard, ça je peux comprendre, mais c'est un drôle de message déjà là, à envoyer. Il n'y a pas une très bonne fiche dans la Ligue américaine. Il y a une victoire, une défaite, 3,77, son tout pourcentage de 0,87. C'est pas extraordinaire, c'est semblable à ce qu'il faisait dans la Ligue nationale de hockey et c'était décevant. Donc je pense que l'équipe n'a plus confiance en lui, visiblement. Il considère que Kaden Primo leur offre de meilleures chances de gagner. Et chapeau Claude Julien. Ça prend du goût, ça prend du courage pour faire un mouvement comme ça, d'enlever un gardien de but, d'embarquer un jeune de 20 ans contre le Colorado, qui a bien paru. Donc, chapeau Claude Julien qui a réussi son pari, je crois, là, à ce niveau-là. Je regarde un peu l'équipe pour commencer avec Nick Suzuki. Nick Suzuki, vraiment, en début de l'année, j'étais le premier à dire que la vitesse était peut-être un peu trop vite pour lui. Mais là, dans les derniers matchs, de ce qu'on voit, là, ce jeune-là a du talent et ce qu'il fait comme manœuvre, là, ça ne s'invente pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas? Il est intelligent. Il est intelligent, une vision de jeu formidable. Absolument. Et je ne serais pas surpris que l'an prochain, Nick Suzuki soit peut-être dans le top 6, s'il ne l'est pas déjà d'ici la fin de l'année. À Montréal, ça va être une évidence. Bien, Tourigny l'a dit, André Tourigny, qui est le coach des 76 d'Ottawa, qui est un homme de hockey, c'est incroyable. Il connaît beaucoup les jeunes. Il a affronté Nick Suzuki, il l'a dit. Nick Suzuki, il est dominant, il est impressionnant, il fait tout bien. C'est aussi simple que ça. Oui, la vitesse est moins là, c'est pas le plus rapide, mais il est tellement intelligent qu'il compense avec le fameux hockey IQ. Absolument. C'est le joueur recru qui est le plus près chez le Canadien actuellement. Je pense que oui. Puis sans contexte, le plus intelligent, effectivement, avec la rondelle. C'est un Ryan O'Reilly en devenir. Parce que quand tu regardes un peu Max Domi, qui lui, cette année, n'est plus le joueur qu'on a connu l'an passé, peut-être fait un petit peu désolé le terme, du boudage auprès de son coach. Début d'année, un petit peu difficile. On a vu dans le dernier match contre les Sénateurs une passe formidable à Sherrod pour le but vainqueur en prolongation. Mais quand même, je veux dire, si ce gars-là a été engagé et que lui, dans sa tête, il voulait être le centre numéro 1, mais que ça a été Dano, là, je veux dire, à un moment donné, là, le joueur a une prise de conscience à faire aussi, puis accepter son sort, même si c'est peut-être pas lui qui veut. Mais c'est du Claude Julien tout craché. Je veux dire, à Boston, le centre numéro 1, c'est Patrice Bergeron. Oui. C'est pas le joueur le plus offensif, absolument. Mais avec des joueurs offensifs, Bergeron fait le travail. Je ne comparerai pas de Dano à Bergeron, naturellement, mais n'empêche que c'est Dano qui occupe ce poste-là actuellement à Montréal, puis c'est à lui de perdre ce poste-là. C'est pas à quelqu'un d'autre de le gagner. Puis avec Claude Julien en poste, je pense que Dano va être le centre numéro 1 encore pendant quelques années. L'année passée, Domi a fait 72 points. Ses alliés étaient principalement Joe Drouin, Andrew Shaw.
Il n'en reste plus pour l'instant. Joué blessé à long terme, Shaw a été échangé. Donc, il a perdu ses 2 alliés. Mais ce qui arrive, c'est qu'il a tendance à trop en faire. Il fait des erreurs coûteuses. Oui. Et il va arriver, on l'a vu comme dernier match, justement. Il a perdu la rondelle en zone adverse qui a amené au deuxième but c'est premier ou deuxième but d'Ottawa. Donc, il fait des erreurs coûteuses. Puis malheureusement, ça le suit ou pas. Il a pris des mauvaises pénalités, ce qu'il ne faisait pas l'année passée ou en début de saison. Et même si je prends un peu un résumé global, mineur versus majeur, je veux dire là, on a envoyé dans les mineurs Kincaid, Charles Hudon qui a été renvoyé, Gustav Olofsson. On a rappelé Matthew Pekka, Otto Leskinen, Ryan Peeling. Là, on joue un peu à la chaise musicale. Là, moi, je me demande, d'ici la fin de l'année, est-ce que Bergevin va tous les essayer? C'est quoi le but de... Oui, on a des blessés, mais d'un côté, si tu rappelles autant de joueurs, ça veut dire que ceux que tu avais prévus au départ ne font juste pas le travail, malheureusement. Bien, on a mis la faute sur Claude Julien pendant la période d'insuccès, mais Claude Julien travaille avec les effectifs qu'il a en main. Absolument. Puis quand tu regardes ce qui se passe à Laval, oui, Laval a une bonne saison cette année comparativement à l'an passé parce qu'ils ont peut-être plus de vétérans dans le club, mais n'empêche que qui tu rappelles demain matin quand il y a un blessé, tu prends la liste des joueurs qui sont à Laval actuellement, tu n'as pas une grosse marge de manœuvre. Ben, en fait, tu as Xavier Ouellet qui pourrait peut-être venir, tu as Dale Louise, mais encore là, je veux dire, les gars ont de l'expérience, mais ils sont un petit peu en fin de parcours. Ils ont eu leur chance aussi. Ils ont eu leur chance, mais là, c'est de dire, puis en plus, les blessés qui s'allongent, donc là, est-ce qu'on commence pas à être un petit peu à court de moyens? Puis en plus, je regarde un peu le calendrier. On a eu un mois de novembre pratiquement au Centre Bell. Ça n'a pas été un grand succès. Là, maintenant, à compter de cette semaine, on part pour 7 matchs sur la route, le voyage du temps des fêtes. Là, normalement, dans ce voyage-là, est-ce que c'est là que les décisions vont commencer à se prendre pour la fin de la saison qui s'en vient? C'est là, je pense. Dépendamment des résultats. Absolument. Puis force est d'admettre que les voyages du Canadien dans l'Ouest depuis plusieurs années n'ont pas porté fruit. Puis les équipes de l'Ouest cette année performent bien. Vancouver, une bonne année. Edmonton, une bonne année. Calgary, une bonne année. Oui. Winnipeg, c'est Winnipeg. Donc, ça ne sera pas facile nécessairement. Puis oui, tu as raison, les décisions se prennent là, parce qu'après les fêtes, c'est là qu'on commence à séparer les hommes des enfants. Le manque de profondeur en défensive aussi, ça se fait sentir, on le voit. On utilise beaucoup Weber et Chariot. Oui, c'est ça. Chariot, d'ailleurs, qui s'est beaucoup amélioré. Il a trouvé sa place dans le système, puis il est dominant. Bien, c'est ça. Oui. Mais là-dessus, on est un peu chanceux parce qu'on surutilise Chariot et Weber. Ton meilleur compteur à l'heure actuelle, qui est Joël Armia, mais qui, lui, trône avec une fiche de -3. Donc là, tu te dis, quand une équipe qui est bâtie alentour d'un gardien de but et qui doit se battre constamment pour performer et qui ne peut pas se permettre de relâcher plus que 40 minutes, Montréal, c'est le plus bel exemple. Absolument. Il y a moins d'explosivité à l'attaque. Mais par contre, Dano, Gallagher, Tatar, 3 valeurs sûres. On le voit match après match, ils reviennent tout le temps. Donc, on sait qu'on peut au moins compter sur ce trio-là qui pourrait être efficace là, et maintenir la barque. Puis tu parlais aussi de changement dans ton entraîneur. Là. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Moi, je suis convaincu que Claude Julien va terminer l'année à Montréal. Si l'équipe a des résultats en deçà des attentes, c'est pas de sa faute à lui. Je crois qu'il fait ce qu'il peut avec la profondeur qu'il a. La défensive, on le voit, là, il y a Mike Riley, Christian Follin. C'est limité. Même Brett Kulak, ça a ses limites aussi. Donc là, quand on dit que Fleury doit jouer avec Leskinen, bien, ça veut pas dire que tu manques de profondeur. Là, puis ta solution n'est pas à Laval. Là. Mais la beauté de la chose à Montréal cette année, parce que là, au moment où on se parle, le Canadien est en série. Oui. Tu incorpores des jeunes, tu as des vétérans douteux, tu as des joueurs qui n'ont pas trop de succès, mais on se tient quand même près d'une place en série ou en série. Puis les jeunes, comme tu viens de nommer Fleury, Suzuki, prennent de l'expérience. On a rappelé Primo. Fait que ces joueurs-là, c'est du bonus. Hier, il y avait 5 joueurs de moins de 22 ans qui étaient en uniforme. Puis tantôt, je parlais de Dano et Gallagher, c'est des vétérans qui vont tirer le club vers le haut, qui montrent l'exemple aux jeunes. Parce qu'il y en a qui doivent le faire. Il y a des joueurs qui doivent mener ce club-là vers le haut et on dit la relève, suivez-nous, on va vous montrer le chemin. Mais pour ça, ça te prend minimum un vétéran qui le fait. Si c'est pas Weber, il faut que ce soit Dano, Gallagher, des joueurs vraiment qui peuvent se le permettre de le faire. Et non pas juste dire, venez-vous-en, ça te prend c'est là que les vétérans deviennent importants aussi. Absolument. Ben là, ces trois-là le font. Armia le fait à sa façon. Oui. Tatar le fait à sa façon. Mais si ça se met à dégringoler après les fêtes, bien là, Bergevin a des décisions à prendre. Si un Tatar s'en va, tu n'obtiendras pas de joueurs qui vont jouer immédiatement dans la Ligue nationale pour Tatar. Tu vas obtenir peut-être plus des choix. Oui. Fait que là, le Laval, il y a beaucoup de joueurs qui vont peut-être monter à Montréal encore plus. Exactement. Mais écoutez, je pense qu'on va surveiller le voyage dans l'Ouest le temps des fêtes parce que selon moi, il va y avoir beaucoup de décisions qui vont se prendre à la suite de ce voyage-là au retour à Montréal.
Messieurs, on fait une courte pause. Au retour, on discute Ligue nationale parce qu'il y a beaucoup de congédiements d'entraîneur-chef au niveau du hockey et aussi l'Impact de Montréal parce que Thierry Henry est officiellement le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour parler les grandes ligues. Et maintenant, on se tourne vers la Ligue nationale de hockey parce que dernièrement, on a eu, en fait, je vais dire, une vague de congédiements et même on s'enligne vers un record au niveau du hockey. On a eu Jim Montgomery avec les Stars de Dallas, Peter DeBoer avec les Sharks. Là, récemment, on parlait de John Hines avec les Devils qui s'est fait congédier et Bill Peters. Bon, dans le cas de John Hines, il faut se l'avouer que quand l'équipe marche pas bien comme une équipe, les Devils, avant-dernier dans l'Est, à un moment donné, ça prend du changement, puis ben le coach, logiquement, est le premier à partir, puis lui, ben le couperait, ben on l'a pas évité. C'est malheureux, mais c'est ça. On parle beaucoup de Price à Montréal, mais leur gardien numéro 1, qui s'appelle Corey Schneider, il gagne 6 millions par saison dans la Ligue américaine. Il joue plus. Ça en dit long. Puis Hines, il y a beaucoup de rumeurs de voir partir Taylor Hall d'ici la fin de la saison. Puis Hines et Hall fonctionnent ensemble. Donc, un protégeait l'autre. Mais là, s'il y en a un qui est parti, l'autre devrait partir logiquement. Mais on n'a pas attendu que Hall parte pour congédier l'entraîneur. Le congédier. Parce que les Devils, là, on parle de Taylor Hall, de Piquet Souban, de Jack Hughes. T'sais, on a des bons joueurs, mais encore une fois, là, je me demande, est-ce que Hines n'aurait pas perdu un peu le respect de ses vétérans? Il n'y en a pas de vétérans. On a un peu, mais quand une équipe ne gagne pas, ça veut dire que la chimie, la cohésion n'est pas tout à fait là. Le problème, c'est que l'équipe ne gagne pas, mais depuis longtemps. Il est là l'enjeu. Puis ils n'ont pas une grosse équipe non plus. Après après la ligne à Jack Hughes, il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de profondeur non plus, même à défensive, là, après Souben. Il n'y a pas beaucoup de share qui va prendre à un moment donné plus de volume, mais ça ne sera pas une super étoile non plus dans la ligue. On parle d'une équipe aussi en reconstruction pour les Devils. Je veux dire, ça, c'est clair que cette équipe-là veut se rebâtir. Le point est commencé. On ne l'a pas atteint, mais là, je pense que les changements qu'on fait, c'est peut-être en vue d'une éventuelle potable reconstruction. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais là, avec ce départ-là, est-ce que ça veut dire que la saga Taylor Hall avec les Devils est peut-être officiellement terminée? C'est lui qui a la clé. S'il veut signer à long terme avec eux, c'est lui qui a la clé. Tout va jouer là. Est-ce qu'il veut signer à long terme? Personnellement, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est ça. Parce qu'ils ont de la passion de la place. Joe Sakic voudrait gagner tout de suite. Taylor Hall, par contre, ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il voudrait revenir au Canada. Ça va être où? Je ne pense pas qu'il revienne à Edmonton. Ce ne sera pas à Montréal, ce ne sera pas à Toronto. Parce que les rumeurs, évidemment, planaient pour Montréal. On voulait l'avoir, sauf qu'évidemment, je pense que transaction, ça leur a coûté peut-être primo. Il y a un choix de quelques pour chaque jour, on demandait un joueur nouveau dans la transaction. À chaque jour, on en demandait un joueur. Mais là, est-ce que ça pourrait être Toronto? Est-ce que ça pourrait être encore Winnipeg? Sûrement pas Toronto. Ils ont déjà 30 millions sur 3 attaquants, là, donc ça me surprendrait qu'ils aillent les chercher. John Hines a été remplacé par Alain Nasreddine, mais bon, évidemment, quand tu prends une équipe qui est dans le fin fond du classement, je veux dire, attendez-vous pas à ce que l'équipe fasse les séries cette année. Là, je veux dire, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle qui va se faire, même si on change de coach. Mais Maxime, dans les entraîneurs que tu as nommés, il y a des entraîneurs qui sont partis à cause de la piètre fiche de leur équipe. Il y a des entraîneurs qui sont partis pour d'autres raisons. Oui. Puis moi, je suis ambivalent là-dedans parce que je me dis... On est en train de tasser une vieille génération d'entraîneurs. Puis Babcock, après son congédiement, il a sorti plein de rumeurs sur son comportement. Absolument. Bill Peters à Calgary, c'est la même affaire. Pour des propos racistes qui n'ont pas été acceptés. Et ça, je suis un peu d'accord avec la Ligue parce que la Ligue, aujourd'hui, ne veut plus être associée à ça. La Ligue a mis ses culottes. Il faut être d'accord aussi là-dessus, ça n'a pas sa place. Mais contrairement à la NFL, quand il se passe de quoi de pas correct dans la NFL, c'est la Ligue qui prend la décision, tandis que dans la Ligue nationale, on laisse prendre la décision par l'équipe. Oui. Le commissaire est très fort dans la NFL. Absolument. Il est très, très fort. Absolument. Puis, quand on regarde ça, quand je dis que je suis ambivalent, c'est que, oui, les vieilles pratiques d'entraîneurs, ça se fait pas, c'est pas des choses correctes, mais en même temps, la nouvelle génération de joueurs, les enfants rois, que tu ne peux pas leur dire 2 mots plus haut que l'autre, qui gagnent 12 millions par année. Il n'y a pas un entraîneur qui va venir à bout de ces jeunes-là. Absolument. C'est pas facile, le travail d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Là. Et même pour Bill Peters, les propos remontent en 2009 et en 2010. Et à l'époque, les deux personnes, c'était pour le club école des Blackhawks, les Ice Hawks de Rockford. Ouais. Donc là, 2010, là, on parle de pratiquement 9 ans en arrière. Ça veut dire que c'est une saga qui est restée fermée. Mais qu'à un moment donné, tout finit par s'ouvrir et là, le prix a été payé. Il y en a beaucoup qui sont stressés. Il y en a beaucoup de stressés, je pense, qui savent, qui ont fait des histoires. On a vu La Violette qui a donné un coup à un de ses joueurs, littéralement. On l'a vu sur vidéo. On parlait du congédiement aussi de Jim Montgomery, qui est totalement différent à lui. Ce ne serait pas une affaire criminelle, c'est rien contre les joueurs. C'est conduite inappropriée. Il enfreint des règles de l'équipe, on ne sait pas quoi. Est-ce que... Moi, je vois 2 hypothèses. Est-ce qu'on parle de... Est-ce qu'il aurait parié contre son équipe?
c'est quelque chose qu'on aurait déjà vu, ou ça serait une histoire de couchette. Est-ce qu'il aurait fréquenté la mauvaise personne? Mais vous voyez jusqu'à quel point à Montréal, il y a des gens qui veulent partir des rumeurs parce que là, on dit, bon, ben Montgomery, il est lié au monde, à l'équipe du Canadien, une transaction contre Guy Carbonneau, c'est un Montréalais, il parle français. Mais là, on va pas chercher un gars comme ça quand même, qui vient de se faire congédier pour des raisons nébuleuses. C'est la saga à Montréal. Coach ou joueur, on dirait que tous les joueurs qui sont laissés aller par d'autres clubs, il faut automatiquement les ramasser. Ils s'en viennent à Montréal. Parce qu'on sent un besoin. Mais à un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Puis il y a un fait intéressant aussi, tous les entraîneurs congédiés ont été remplacés par leur adjoint. Il n'y a pas eu de nouvelle embauche comme telle. Bob Gunner à Dallas, Bonus, à San Jose, Bonus à Dallas, Ward à Calgary. Bonus, on le sort de loin aussi. Lui, ça fait au-dessus de 2000 matchs ou 3000 matchs qu'il est adjoint. Alors, bien sûr, on va surveiller dans les prochains temps s'il n'y a pas d'autres coachs qui vont se faire congédier. Maintenant, messieurs, l'Impact de Montréal, ça a fait les manchettes. Nomination de Thierry Henry comme entraîneur-chef. Ce changement-là, comment est-ce que vous le voyez, vous? Est-ce que ça va être... Ça peut pas être pire, comme on dirait, mais c'est pour le mieux. C'est sûr que c'est pour le mieux. Bien, les fans de l'Impact vont passer un bel hiver. Moi, je pense que c'est une saison de misère qui se termine avec un sous-signe de l'espoir. Une bonne nouvelle. Exactement. Moi, j'ai un ami, Gab Quiros, qui a ses billets de saison depuis le 2002. Et là, cette année, j'ai parlé, elle est tellement enthousiaste. Je n'ai jamais senti aussi enthousiasme. Thierry Henry, c'est pas juste un grand joueur, c'est quelqu'un qui a su faire ses classes aussi. Il en a fait des trucs. Exactement. Il est parti de l'Arsenal. Il est allé avec les U15, les Under 15, 15 ans. Il a fait le cheminement pour devenir entraîneur. Il a tout bien fait. Exactement. Il a passé à Monaco en 2018 avec l'As. Donc, tu sais, il a 42 ans, mais on amène quand même un gars d'expérience. Absolument. Et je pense que l'Impact avait besoin de ce changement-là. C'est un peu un coup de fouette. Puis la grosse différence, il connaît la MLS. Il a joué en MLS. 122 matchs. Donc, c'est un bon coup, c'est un bon coup de marketing. Oui. Tu vois que la décision, on sait d'où elle vient, on sait d'où elle part. Mais sur le terrain, comment ça va se matérialiser? On a re-signé Jackson Hamel, le mal-aimé. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Là, si on re-signe Jackson Hamel, c'est pas pour le laisser sur le banc, j'espère. Puis Jackson Hamel, c'est un joueur offensif. Donc, on s'attend à ce que l'équipe soit plus offensive. Oui. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puis il va y avoir d'autres changements aussi. On a vu Clément Diop qui va promettre le nouveau gardien dominant, Evan Bush. Malheureusement, ils vont y aller pour lui qui gagne le moins cher. Il y a un nouveau directeur sportif, Olivier Bernard. Donc lui, il arrive, il met ses gens en place. Oui. Il y a beaucoup de changements dans cette formation-là actuellement. Et même les entraîneurs, là, on avait vu Jesse March, Marco Chalibom, Frank Kaplus, Mauro Biello, Rémi Garde, William Cabrera et maintenant Thierry Henry. Thierry Henry, pardon. Là, ça veut dire qu'on est loin de pratiquement d'un 6e entraîneur, 7e entraîneur. Ouais. Ça veut dire que là, il y a un roulement qui se fait. Et aussi, ça démontre aux partisans que l'organisation, je pense, veut agir rapidement sur le changement pour apporter du positif parce que on l'a vu, l'Impact, ils ont eu beaucoup de misère dans les billets, dans l'assistance. Donc là, c'est un changement qui veut dire, inquiétez-vous pas, on vous respecte finalement et puis on agit en conséquence d'eux pour vous faire revenir. Moi, j'aime ça voir ça. Parce que ça montre une équipe et une organisation qui est soudée à ses amateurs qui, eux, payent un peu le gros prix pour l'étiquette. Malgré qu'on sait depuis plusieurs années que l'équipe est déficitaire. Oui. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est Thierry Henry lui-même qui a appelé l'Impact pour dire « Moi, je suis intéressé à aller vous coacher ». Donc, il y a vraiment... C'est ça, ils ne se sont pas fait prier pour aller le chercher. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Puis il y a même de l'enthousiasme. Rémi Garde, c'était très négatif. Ouais. Donc, on le voyait dans sa manière d'être, c'était très négatif sur le terrain. On voulait critiquer constamment. Les joueurs n'avaient pas l'air heureux avec lui. Puis prenait jamais les bonnes décisions, faisait jamais ses changements au bon moment, ne faisait jamais tous ses changements permis pendant un match. Donc, tes changements, tu y as droit, tu les fais. C'est un no-brainer. Non, mais t'as pas le choix. L'expérience de Thierry Henry de 122 matchs, c'est quand même 51 buts, 51 buts, 42 passes en 122 matchs, c'est énorme. Ouais, pour la MLS, c'est énorme. Toute cette expérience-là va l'aider pour le coaching, ce qui Rémi Garde n'avait pas. Sans compter que les grands rivaux à Toronto sont rendus en finale. Ouais. Donc, on sait qu'il y a encore un bon club. Puis, on a appris que Bradley allait re-signer. Malheureusement. Fait que Toronto ne sera pas moins fort. Là. Non, et quand tu dis que le club a raté les séries 3 ans de suite, l'an dernier, une fiche de 12-17-5, on a terminé 9e rang dans l'Est la saison. Là, à un moment donné, on a beau dire faut penser positif, on va revenir, mais à un moment donné, quand tu vois une fiche comme ça, le changement, ça le prend, puis là, on l'a vu, ça s'est fait. Bien, l'Impact, l'année passée, c'est 47 buts pour, 60 buts contre. Tu peux pas faire des séries avec une fiche comme ça. Impossible. Thierry Henry, c'est une vedette offensive, donc il va amener un esprit offensif, et j'espère que ça va influencer aussi, ce qui va aider à amener des gros noms.
il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, l'Impact gagne en crédibilité, puis on va dire en enthousiasme avec l'arrivée de Thierry Henry. Bien, il y a eu une filière italienne pendant plusieurs années à Montréal, puis là, on devrait avoir une filière française s'installer, ne serait-ce qu'avec Clément Diop au niveau des buts. En tout cas, j'ai très hâte d'aller voir un match d'Impact cet été là, avec Gab, justement. Thierry Henry, on l'a vu dans les journaux et les médias, les points de presse, là, ce gars-là là, est content de s'en venir ici. C'est pas un reculon. Il est content de venir à Montréal. Il est content de diriger. Puis ça, pour les joueurs, d'avoir un coach en forme comme ça, on s'est dit, let's go. Bien, dans le passé, sa nomination, il est venu à Montréal, il a rencontré les gens, il est allé serrer des mains au niveau des postes administratifs. Il aurait pu venir, faire sa conférence de presse, ça dure une demi-heure, reprendre l'avion puis repartir. Absolument. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il est vraiment intéressé à ce qui se passe de quoi à Montréal. Puis, comme Mathieu l'a dit, il a choisi Montréal. Exactement, exactement. Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion sur l'impact de Montréal. Nous, on fait une courte pause. Au retour, on discute basketball des Raptors et aussi un segment sur la NFL parce qu'on a eu 2 gros matchs dernièrement. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire avec Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Maintenant, on va discuter basketball, messieurs, les Raptors, parce que les Raptors, cette année, ça va plutôt bien. On a eu une séquence de 7 victoires de suite. Dernièrement, on parlait de 3 défaites, dont une première de l'année à domicile, le 3 décembre face aux Heat de Miami. Actuellement, une fiche de 5-8, donc 5e dans l'Est, ça se prend très bien. Et malgré la perte de Kawhi Leonard, là, on se demandait comment est-ce que cette équipe-là allait rebondir en force. Mais là, ce qu'on voit depuis le début de l'année, là, cette équipe-là, ça n'en porte pas trop si pire que ça, finalement. Ils ont remplacé Kawhi par un comité, littéralement. Ils ont tous, on va dire, ils sont tous améliorés, que ce soit Siakam, Van Vliet, Larry était blessé malheureusement, Ibaka était blessé, mais Gasol est toujours là, toujours aussi efficace. Exactement. Donc l'équipe avait une bonne base. Évidemment, on a enlevé le meilleur joueur qui pouvait à lui seul changer le match, mais somme toute, les Raptors sont quand même continus. Ils n'ont pas l'équipe pour aller, je crois, loin, très, très loin en série. S'ils se rendent en demi-finale, ça va être bon. C'est ça. Ils vont se qualifier, mais honnêtement, au début de l'année, si tu m'aurais dit Toronto, 7 victoires en ligne, je l'aurais peut-être pas cru avec la perte de Leonard. Ça, c'est parce que c'est un gros joueur. Mais là, honnêtement, je veux dire, on a des Marc Gasol, des Ibaka, Laurie, Siakam. Mais là, je regarde aussi Matt Thomas, Chris Boucher, Terrence Davis. Ces gars-là, honnêtement, suivent le groupe. Puis je les regarde jouer, la cohésion. Là. On a du plaisir, les gars sont là, les feintes à gauche pas à droite. Une équipe de basketball en santé, pour moi, c'est ça. Pascal Siakam, c'est pas ICP. Oui. Il a signé un très gros contrat, mais il s'est vraiment imposé. Comme joueur, il y a beaucoup... Mais sa grosse défaillance l'année passée, c'était ses lancers. C'est lancé de 3 points, c'est lancé de 2 points. Et il les a vraiment, vraiment améliorés. On le voyait en série, quand il s'installait pour le 3 points, il ne le couvrait même pas, il le laissait lancer. Il ne perdait même pas de temps à le couvrir. Puis là, non, il ne laisse plus lancer. Là, il arrive rapidement contre lui. Puis, tu sais, le changement de garde permet, tu l'as nommé, d'insérer Chris Boucher dans l'alignement. C'est un petit gars de Montréal. Oui. Ça permet de le voir jouer, ça te permet de le voir progresser. Puis on pensait toujours, puis on pense toujours que dans le sport professionnel, après une année de championnat, il y a toujours un lendemain de veille qui est difficile. Oui. Mais on n'a pas ce goût amer à Toronto. Puis il faut comprendre que l'entraîneur est quand même très bon. Absolument. Et il y a un système. Fait que l'équipe, avec des joueurs interchangeables un petit peu, à part Siakam et Larry, fait un très, très beau boulot. C'est sûr que dans l'Est, actuellement, il n'y a pas beaucoup de puissance à part Milwaukee. Mm-hmm. Mais, comme on dit, ils vont faire les séries, puis on verra. Et on sous-estime beaucoup la défensive des Raptors. Oui. Les Raptors ont une bonne défensive, on les sous-estime beaucoup. Oui, parce que Siakam, avec son contrat important qu'il a signé dernièrement, on se disait, ce gars-là doit avoir l'équipe sur ses épaules. On se disait que, bon, c'était peut-être pas le seul, mais honnêtement, il fait puis il fait bien pour Absolument, il a déclaré... Il fait très bien. Oui, là. il dit, moi, je vais être là. Il dit, quand ça compte, il va être là. Vraiment, là, puis il marque de plusieurs manières. Ce serait surprenant de voir, parce que Laurie n'a pas été en forme depuis quelques années. Ouais. Joué blessé pendant les séries l'année passée. Cette année, a manqué des matchs. S'il revient le moindrement en forme, c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe, entre guillemets. Oui, oui. Il pourrait causer des grosses surprises. C'est le meilleur pour contrôler le jeu. Oui. C'est lui qui prend le contrôle du jeu, le vraiment. ralentir. Exactement. Donc, il est vraiment intéressant. Mais il n'y a pas encore la notoriété d'un LeBron James qui peut arrêter de dribbler pendant un match puis sans avoir d'avertissement. Et en plus... Les gens étaient tellement surpris que même les arbitres savaient pas quoi faire. Exactement. Puis lui, il a juste continué comme ça. La semaine dernière, on a eu le passage de Kawhi Leonard à Toronto avec les Clippers, qui, lui, a reçu officiellement sa bague de la finale avec Toronto. On a justement des extraits vidéo. On va demander à la technique, s'il vous plaît, de l'envoyer derrière nous. Mais tu vois que ce gars-là, en revenant à Toronto, là, je veux dire, Toronto est encore... Je ne veux pas dire qu'il est encore sa ville, mais c'est encore ses copains. On le voit ici, là, avec Kyle Lowry. Ce joueur-là
a encore une appartenance à Toronto et je pense que les partisans l'apprécient aussi. Bien, il est le joueur le plus complet de la Ligue, pas depuis l'an passé, ouais. pas depuis 2 ans, mais depuis qu'il est presque dans le... Puis il n'a pas eu beaucoup d'exposure parce qu'il a joué à San Antonio. C'est pas le plus gros marché de la Ligue. Absolument. Il est arrivé à Toronto, qui n'est pas le plus gros marché de la Ligue non plus, mais là, c'est sûr qu'il est à LA. Mais il va avoir vraiment les spots sur lui. Absolument. Il a joué beaucoup dans l'ombre de LeBron James, de Stephen Curry, Ante Komopoulos, j'ai la misère avec son nom. Le Greek Freak. Exactement. Là. On se rappelle du Heat du Miami aussi à l'époque, qui s'était monté un club là, beaucoup trop... de Wayne Wade. Exactement, c'est le nom que je cherchais, merci. Alors, tantôt, Mathieu, tu en as glissé un petit mot rapidement avec Toronto. On a, je pense, une équipe potable et potentielle pour faire les séries. Est-ce qu'on peut répéter d'avoir un autre championnat cette année? Bon, peut-être ça va être un petit peu difficile. Je pense que c'est permis d'y croire, mais bon, de ce qu'on voit là, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir de voir? Parce que là, on sait que les Clippers sont forts, les Bucks sont forts. T'sais, on affronte quand même des équipes qui sont très bien classées. Même Philadelphie. Philadelphie a un bon club dans l'Est, mais ça se passe dans l'Ouest actuellement. Là. Absolument. Le calibre est là. Houston, on voit même des dynasties qui commencent à pâlir, dont Golden State, le Thunder aussi. Mais répéter, non. Faire les séries, assurément. Assurément. Mais peut-être faire une ronde ou deux, ça serait pas surprenant. Parce que 2 championnats, je pense qu'on prendra à Toronto, évidemment. Là, mais bon, quand on regarde le classement... Il faut travailler fort. Quand on regarde le classement de l'Est, oui, les Raptors sont 5e, mais ils ne sont pas non plus à des années-lumière des 4 premiers. Là. Oui. Il y a les Bucks qui sont dominants totalement. Là. Ça, c'est notre ligue. Avec 22 victoires. Après ça, on a le Heat avec 17 victoires. Les Celtics puis les 76ers avec 18 victoires et les Raptors à 16 victoires. Donc, c'est pas... Oui, c'est quand même serré. Oui. Il va falloir que les Raptors se resserrent très, très défensivement pour s'ils veulent remporter des matchs de série. Il y a peut-être des équipes qui vont avoir des séries de défaites aussi d'ici la fin de la saison. Exactement. Absolument. Puis il peut y avoir des blessures aussi, évidemment, qui peuvent changer le cours. Là, aussi. Alors aussi, pour Toronto, j'ai hâte de voir comment est-ce que les parties des fêtes vont se jouer avec cette équipe-là. Maintenant, messieurs, on va discuter un petit peu de NFL parce qu'on a eu 2 gros matchs qui s'est passés. Tout d'abord, cette victoire des 49ers, 48-46 face aux Saints. Écoutez, un match serré, un botté de 30 verges dans les derniers instants de Robbie Gould qui a fait un gros changement. Jimmy Garoppolo qui, lui, 349 verges, 4 passes de toucher. Drew Brees également qui a connu un match formidable. Ça, là, que dire de plus d'un match comme ça, sincèrement? C'est un grand match. 2 grandes équipes qui s'affrontent, ça donne des grands matchs. Absolument. Puis on se posait des questions sur l'offensive de San Francisco. On savait que la défensive était là, puis jusqu'à présent, c'est la défensive qui avait fait gagner des matchs. Oui. On se présente en Nouvelle-Orléans, qui est une attaque incroyable. Mais là, les 49ers ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner avec l'offensive. Ils vont être très, très, très C'était plus qu'une victoire, c'était un anglicisme, c'était un statement qu'ils ont fait. Absolument. Oui. Puis c'était 2 équipes qui avaient des fiches absolument incroyables. Oui. Pas beaucoup de défaites. Donc là, ce qu'on appelle un peu des rencontres au sommet. Oui, quand ces équipes-là s'affrontent, là, tu peux pas avoir autre chose que du bon football. Ça, c'est officiel. C'est la finale américaine. Oui. Puis ils ont compté sur la dernière séquence, mais juste avant, la Nouvelle-Orléans venait de marquer pour prendre les devants. Oui. Puis ça aurait pu s'arrêter là. Absolument. Mais Garoppolo a montré qu'il était capable quand même de contrôler le match, puis avec George Kittle qui est assez dominant cette année à sa position. Il a montré pourquoi il était déçu que Bill Belichick Pourquoi Bill Belichick a été déçu, démontré pourquoi Bill Belichick était déçu qu'il a été échangé. Absolument. On va finir par le dire. Absolument. Et comme tu parles de Bill Belichick, bien écoutez, on a eu malheureusement cette défaite des Patriots 23-16 face aux Chiefs. Les Patriots défaites pour une 2e semaine de suite, je vais le rappeler. Tom Brady, un petit peu un match difficile, 19 passes sur 36, le jeu au sol également qui a fait pire que l'attaque. Là, les Patriots, là, c'est pas le genre de match qu'on est habitué de voir. Bien, c'est une défaite à domicile. Oui, en plus. Une défaite contre une équipe qui a encore un petit peu, selon moi, des choses à prouver au niveau des Chiefs. Mais les Chiefs se sont présentés, même si l'équipement n'a pas suivi. Ouais. Parce que si vous en avez entendu parler un petit peu, l'équipement n'a pas été livré au bon endroit. Ouais. Donc, il était minuit moins 1 avant que l'équipement se présente au stade. Puis il est parti, l'avion est parti au New Jersey. Fait que là, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore les Patriots en arrière de tout ça? Mais n'empêche que ça s'est joué sur le terrain. Oui. Et encore là, la défensive des Chiefs a été dominante. Mais est-ce que c'est la défensive des Chiefs qui a été dominante ou c'est l'attaque des Patriots qui ne fonctionne plus? Qui a été déficiente un peu. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Parce que pour les Patriots, là, je veux dire, tant aussi longtemps que l'équipe va avoir Bill Belichick et Tom Brady, ce duo-là, que j'appelle un peu un duo de tonnerre, là. Je veux dire, oui, c'est une équipe de football, oui, c'est des athlètes, à un moment donné, il y a des moins bonnes performances, mais tant que ces gars-là vont être avec les Patriots, là, on peut quasiment dire que l'équipe
va être sur une lancée à chaque année. C'est un peu poussé, mais c'est ce qu'il nous montre depuis pratiquement 8 ans. Tu as dit le mot juste, tu as dit c'est un duo, mais c'est pas une équipe. Mais ça reste un duo, mais ça prend plus autour de l'équipe. Et là, je fais quelque chose que je fais très rarement. Je vais venir à la défense des Pats. J'ai honte. Mais sérieusement, on a vu, il y a eu deux erreurs majeures d'arbitre qui ont fait une grande différence. Il y a un touché qui aurait dû être accordé, qui aurait égalisé le pointage, ou à 22-23 ou très peu, très proche. Là. Ensuite, il y a un jeu bizarre. Laurent Duvernay t'a dit de prendre une pénalité qui aurait dû être de 10 verges, mais elle a été de 5 verges. Donc, ça a été un peu... Encore une fois, c'est pas l'année des arbitres cette année. Non. Puis on a même vu aussi une pénalité d'obstruction au receveur qui aurait dû être appelée, qui était tellement évidente. Oui. Mais... Puis, à un moment donné, les Chiefs ont perdu le ballon, prise de possession par les Patriots, mais on arrête le jeu. Exactement. Comme ça se voit depuis quelques années. Puis, d'habitude, tout ce que tu viens de nommer, Mathieu, ça tourne toujours à l'avantage des Pats. Exactement. Absolument. Mais les Patriots, ils ont un peu, je ne veux pas dire de la chance, mais dans leur section à eux, cette année, outre les Bills de Buffalo, qui, eux, montent à l'échelle, c'est pas une grande force à l'adversité qu'on a là. Mais ils créent leur chance quand même. Ah oui, ça, ils créent leur chance, puis ils les gagnent les matchs. Il faut leur donner ça. Ils les gagnent les matchs. C'est pas la section la plus difficile qu'ils ont à jouer, depuis pratiquement toujours. Non, ils n'ont pas une grosse section, là. Avez-vous remarqué qu'à la mi-temps, à la sortie des joueurs, ils se sont fait huer? Oui. Ça faisait plusieurs années que ce n'était pas arrivé. Donc, on commence à sentir la soupe chaude. Oui. Et même la conjointe de Patrick Mahomes qui était sur place, je pense qu'elle n'a pas aimé son passage en Nouvelle-Angleterre. Là. Ça ne sera pas un beau souvenir pour elle. Absolument. Alors, ça va être à suivre, messieurs, pour les prochains dimanches. Évidemment, on continue à surveiller la NFL côté du football. Nous, on fait une courte pause. Au retour, on parle des moments clés par nos panélistes et le quiz sportif. Vous écoutez Le Vestiaire, restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay, cette fois-ci pour discuter moments clés choisis par vous, messieurs, les panélistes. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec Mathieu, en fait, un peu un hommage à Jean Pagé, journaliste et très bon animateur qui est décédé récemment. Alors, extrait à l'appui et on vient au retour. Absolument. Jean Pagé fait une entrée remarquée dans le monde du journalisme sportif. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. C'est toutefois à la soirée du hockey qu'il gagnera durablement la faveur du public. Pendant 17 saisons, il assure l'animation de l'émission phare de Radio-Canada. Et merci encore une fois, beaucoup, Jean. J'ai bien apprécié. En studio, il reçoit toujours avec tact joueurs, entraîneurs et analystes. Et même les premiers ministres Chrétien et Bouchard, moins d'un an après le référendum de 1995. Alors, Mathieu, hommage à Jean Pagé, journaliste et animateur qui est malheureusement décédé. Et honnêtement, pour le monde du sport, mais pour le monde des communications, ça a été une très, très lourde perte parce que c'était un homme connu et surtout respecté. Absolument, Jean Pagé. Il est décédé lundi dernier, le 8 décembre, à 73 ans. Cancer de la prostate, c'est une récidive. Il y avait un premier cancer. C'est pour ça qu'il était aussi porte-parole pour la Procure, un organisme qui fait de la sensibilisation auprès des hommes là, pour le cancer de la prostate. Jean Pagé, originaire du Saguenay, c'est quelqu'un qui est arrivé à Montréal, qui a animé la soirée du hockey pendant de 1987 à 2002. Oui. Donc, dans le temps que c'était la soirée du hockey, comme tel, à Radio-Canada. On a entendu au début tout à l'heure la vidéo. Là. Dans ce temps-là, qu'il y avait un soir de hockey et c'était la plus connue. Avec les vestons bleu poudre. Donc, Jean Pagé, effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire des communications, mais l'histoire du monde sportif aussi. C'est un grand animateur, un grand journaliste. Oui. Faut dire, faut le suivre. Il a couvert les Jeux olympiques et les grands événements. Faut rappeler aussi qu'en 2004, il a animé l'émission qui s'appelle 110 la première vraiment émission de sport où il y a eu des débats, la formule débat sportif, qui a fait plusieurs petits. Donc, on va parler de l'antichambre, Hockey 360, des humoristes en direct, n'en sont que des exemples. Également, qui a pris un peu le relais de Exactement. ça. Donc, qui ont fait des petits-enfants, comme le vestiaire. Exactement. On est une ramification de 110 Mais ça a été un petit peu la trame de départ pour plusieurs talk-shows aujourd'hui. Exactement. Et également politique. Tout ce qui est débat politique aussi. Avant 110 il n'y en avait pas. Ils ont vraiment établi une formule. Et Jean Pagé a mis de la crédibilité à cette émission-là. Au début, c'était un peu cacophonique. Lui, maintenant, ça s'est bien défini, la formule. Jean Pagé était là, donc vraiment, Monsieur Pagé, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes, merci beaucoup, bon repos. Puis peut-être juste, Mathieu, pour ajouter à ce que tu as dit, dans ce temps-là, l'information ne venait pas systématiquement à nous. Il fallait aller vers l'information. Ça prenait des recherchistes, ça prenait de la patience surtout. Là, on a l'information en temps réel sur nos téléphones, mais pas à ce moment-là. Puis pour te corriger, Mathieu, c'est l'après Bleu Poudre.
Oui. Eux, il y avait plus du bleu. Ah, OK, merci. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Maintenant, Pascal, le moment préféré, en fait, une descente, comment dire, atypique de Michael Kingsbury. On regarde un extrait et on en reparle au retour. Come on, you got it, man. Alors, Pascal, Michael Kingsbury, une descente en plus ou moins 26 secondes, c'est pas n'importe quel athlète qui peut se permettre ça. Bien, on l'appelle le king des bosses, hein? Je pense que c'est pas pour rien. Non, mais je pense qu'on le voit. Oui, on a le plus bel exemple, absolument. C'est un Québécois. Si vous voulez mon avis, c'est le Canadien qui domine le plus son sport. Oui. En début de saison 2019-2020, en Finlande, sur une piste qu'il connaît par cœur, où il a eu beaucoup de victoires. Oui. En fait, à son 100e départ en Coupe du Monde, sa 57e victoire en 100 départs et 82 podiums là-dessus. Ça veut dire qu'à 82 reprises sur ses 100 départs, il est monté sur le podium. C'est des statistiques incroyables. C'est un champion olympique à Pyongyang. Donc, ce gars-là domine son sport. C'est sûr qu'on en entend moins parler parce que la majeure partie de la saison se passe en Europe. Mais il va quand même avoir une compétition au Québec. Il y a des compétitions au Canada. Ça fait qu'après les fêtes, février, vous allez en entendre parler parce qu'il va revenir beaucoup dans l'actualité. Puis j'espère qu'en 2022, il va pouvoir participer aux Olympiques à nouveau. Et même tellement dominant. Dans une côte à bosse, un peu comme on l'a vu, ça prend quand même un tonus pour réussir à manœuvrer ça. Ça te prend surtout des bonnes jambes. Absolument. Un bon dos. Les genoux et les hanches, il en absorbe des chocs à chaque bosse. Là. Ah, c'est absorbant. Mais merci beaucoup, Pascal, pour ce moment. Maintenant, messieurs, on passe au quiz sportif, qui est la dernière portion de l'émission. Mathieu, première question. Et on est parti. Mathieu, la série télé Les Boys a joué durant 5 saisons à Radio-Canada. Et dans la saison 2, un ancien joueur du Canadien, il fait une grosse apparition dans laquelle il donne un cours avec notamment les acteurs Marc Messier et Patrice Bélanger. Alors, est-ce qu'on parle de Francis Bouillon, d'Alex Kovalev ou encore de Mathieu Darche? Alex Kovalev, évidemment. Exactement. Dans la formation, il y avait aussi Méo. Oui, il y avait aussi Pierre Lebeau et Patrick Labbé qui étaient dans cette roulement-là. Et c'était une bonne réponse. Maintenant, Pascal, ancien joueur de baseball, il a évolué pour les Pirates de Pittsburgh et les Giants. En 2007, il est accusé d'avoir consommé des stéroïdes et en 2015, il devient l'entraîneur des frappeurs pour les Marlins de Miami. Est-ce que c'est Barry Bonds, Craig Anderson ou encore Lou Gehrig? C'est Barry Bonds, puis je vais demander aux gens d'aller faire une petite recherche. Allez voir Barry Bonds quand il jouait pour les Pirates, puis allez voir Barry Bonds quand il a joué pour San Francisco, puis vous vous poserez la question s'il a consommé des stéroïdes. Barry Bonds, quand il a joué à Pittsburgh, il était gros comme ça. Donc, ça a apparu. C'est beaucoup de McDonald's ou des stéroïdes. Ou des stéroïdes, c'est un ou l'autre. Et même dans la réponse, Greg Anderson, qui lui était celui qui en a fourni à Barry Bonds, petite parenthèse aussi. Il y avait un complément de réponse. Oui, exactement. On se souvient du duel avec Eric Gagné, qui est un des meilleurs duels lanceurs-frappeurs de la Ligue nationale, qui a lancé que des rapides. Exact. Barry Bonds l'a mis au défi de le retirer avec que des rapides, puis ça s'est terminé avec un coup de circuit. Maintenant, on revient à Mathieu pour la prochaine question. Ancien joueur de football, il a joué de 91 à 2010 avec les Vikings du Minnesota et les Packers de Green Bay. Sélectionné 11 fois au Pro Bowl et élu à 3 reprises comme MVP de la NFL. Est-ce qu'on parle de Bart Starr, de Aaron Rodgers ou encore de Brett Favre? On parle de mon homme, Brett Favre! Absolument, absolument. Je pensais vous avoir avec Aaron Rodgers, mais bon, les connaisseurs de football sont en place. Alors, évidemment, oui, Brett Favre qui a connu une carrière, quoique Rodgers aussi, là, mais ça a été, Favre a eu vraiment absolument, ouais. Un MVP. Il a joué pour les Jets aussi. Mais malheureusement. Oui. Malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui. Je reviens à Pascal maintenant pour sa dernière question. La LNH a vu le jour avec 6 équipes originales, dont on a Montréal, Toronto, Boston, Détroit, Rangers de New York et Chicago. Par la suite, 6 autres équipes se sont ajoutées pour former une autre division, dont une des 3 suivantes. Est-ce que c'est les Kings de Los Angeles, les Canucks de Vancouver ou encore les Flames de Calgary? J'irai avec les Kings.
Et que c'était une bonne réponse. Oui, hein? Oui. Donc, les Kings qui ont été... Il y a eu les North Stars du Minnesota, il y en a eu d'autres, mais il y a pas les eu les Kings, Sabres de notamment... Buffalo aussi pendant cette Oui, les Sabres, il y en avait 6, mais les Kings Minnesota. étaient une d'entre elles qui ont rajouté après Ouais. ça 6 équipes par la suite pour faire une autre division. Ça a été Puis les films, c'était à Atlanta. Aussi. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup pour ce quiz. Merci On est pour trop fort, hein? Vous êtes trop fort. Trop fort pour la Ligue, mesdames, messieurs. Dis pas ça. Merci pour ce quiz. Il va se Merci venger. beaucoup pour cette émission-ci. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous mes collaborateurs en studio. Pour nous, c'était notre dernière avant les fêtes. Donc, messieurs, joyeux Noël. Une belle année qui s'en vient également. À vous aussi, Merci. chers auditeurs. Un bon temps des fêtes avec votre famille. Je remercie toute mon équipe également en studio qui sont présents et qui me permettent chaque jour de faire cette émission-là. Quant à nous, on se retrouve en 2020 pour le retour du vestiaire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.